Bonsoir. Il est toujours difficile de suivre une ouverture pareille. Mais quelle ouverture! C'est de la musique pour les mains, pour les pieds, mais aussi pour l'âme. Et là, nous sommes dans un endroit de richesse. Nous avons eu une ouverture riche et c'est très difficile de suivre cela. Mais on va tenter de toute façon. Bienvenue au pays des parfums. Bienvenue aux capitales mondiales du parfum. Bienvenue à Grasse et bienvenue à Santifolia. Et pour vous souhaiter une meilleure bienvenue que moi, je vais vous présenter une femme que tous, je pense, connaissent. C'est Madame Santifolia. S'il vous plaît, faites une triomphe pour Madame Catherine Perrault. Bonsoir et bienvenue à tous. Welcome. A warm welcome and thousands of thanks to our friends who came from all over the world to share with us this great adventure. From India, California, Australia, New York, Mexico, of course from all over Europe, thank you so much for being with us. Please, do allow me to speak in French tonight. Just tonight, I promise. Thank you. Quel bonheur, quel encouragement de reconnaître dans la salle tant de personnes qui étaient présentes à Santifolia 2011. Un événement qui avait pourtant dérangé nos habitudes, bousculé nos certitudes, laissé devant la porte notre statut social, nos obligations de résultat. L'objectif consistait à nous offrir les conditions pour libérer nos talents, nous ouvrir la voie d'une créativité joyeuse, inspirée, sans limite, que celle de contribuer à servir l'intérêt collectif, que celle d'unir l'homme et la nature pour le meilleur. Oui, nous avions fait le pari de vous proposer d'imaginer ensemble le produit parfait. Fidèle à notre réputation, l'événement Santifolia a toujours eu un temps d'avance. Monique, qui est parmi nous aujourd'hui, Monique Rémy, à l'initiative aussi au cœur de cet événement, pourra le dire, toujours eu un temps d'avance pour évoquer et débattre de sujets précurseurs et engagés, parfois même très engagés, trop visionnaires, pour être parfois immédiatement compris. Pour autant, ces débats ont provoqué sans aucun doute des prises de conscience collectives sur la nécessité de modifier nos pratiques, de repenser notre façon de faire du business pour offrir au monde plus d'équité, de justice et d'équilibre dans nos échanges. Lorsqu'on a commencé à prendre en compte les enjeux du développement durable, à intégrer de nouveaux comportements liés à la responsabilité sociale de l'entreprise, un grand espoir était né. Une nouvelle ère d'entreprise allait enfin voir le jour, en capacité désormais de préserver les trésors de notre planète, la nature et les hommes qui la protègent, tout en répondant aux attentes des consommateurs et plus largement aux citoyens du monde. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 5 ans, c'était en effet l'époque où le changement climatique et ses catastrophes naturelles, la biodiversité et la disparition d'espèces, la destruction des écosystèmes, les conditions de vie inacceptables des paysans producteurs étaient à cette époque, j'ose le dire, à la mode. Et puis il y a eu en plus la crise financière, bien sûr. Alors oui, nous avons en effet assisté à un sursaut de conscience. Dans le cadre de mes activités, j'ai rencontré des dirigeants exceptionnels, j'en rencontre encore, rassurez-vous, ayant une vraie, sincère et ferme volonté de changer leurs règles et stratégies internes, en un mot, de changer leur façon de faire du business.
Ils ont mis en place des directions RSE, établi des bonnes pratiques pour un sourcing éthique, des achats plus soutenables. Ils ont soutenu des actions humanitaires, financé des travaux d'accès à l'eau potable, la construction de centres de santé, des écoles. Que de changements. Pour finalement peu d'investissement au regard de l'impact sur l'image de leurs entreprises. On peut en effet observer aujourd'hui beaucoup de belles histoires qui alimentent désormais les arguments marketing. Mais 5 ans plus tard, un bilan qui, dans les faits, pourrait inviter au pessimisme, mais parallèlement, qui laisse apparaître l'émergence d'une nouvelle réalité qui donne plein d'espoir. Un bilan, oui, qui demeure affligeant. Je m'y pencherai pas longtemps, rassurez-vous, je suis une optimiste. Ou plutôt, j'ai la foi. Je crois en la capacité de l'homme à se transformer pour donner le meilleur de lui-même. J'aurai plein d'exemples vécus à partager, mais je m'arrêterai à 2 observations très récentes. Il y a 10 jours, je participais au Global Business and Biodiversity Meeting à Montréal, qui était organisé par les Nations Unies pour la Convention de la biodiversité. J'ai assisté à un vrai cri d'alarme général, une inquiétude avérée quant à la démobilisation et des gouvernements et des entreprises face aux enjeux de la Convention. Sans parler de l'imminente application du protocole de Nagoya qui a suscité la création d'un grand nombre d'organisations de lobbying de toutes sortes, destinées surtout à trouver les arguments pour éviter les contraintes liées à un mieux se comporter. En fait, il faut encore et toujours qu'il y ait une catastrophe, une révélation médiatique pour agir. Seul le risque d'image demeure le garde-fou des dérives. Avant-hier, alors que je commençais à penser mon intervention de ce soir, un ami me fait passer un article paru dans le New York Times le 20 octobre dernier sur une incroyable, fantastique innovation qui allait bouleverser la production d'ingrédients naturels pour l'industrie de la parfumerie et des arômes. Vivant au cœur du pôle mondial des produits naturels de cette industrie, pensez donc, je me suis précipitée pour lire avec attention cet article, pour découvrir avec stupeur les opportunités insoupçonnées que pouvait nous apporter la biologie synthétique. Pour faire court, plutôt que d'extraire la quintessence des plantes, plutôt que de valoriser le miracle de la nature, et qui permet en plus de prendre soin de millions de personnes qui la préservent et qui auraient pu en vivre, on peut désormais fabriquer des ingrédients issus de micro-organismes ou de levures génétiquement modifiées qui vont pouvoir pousser dans des énormes cuves ou des bassins. Quelle perspective! Mais ça va être magnifique pour nos amis du marketing. Ils vont avoir une source d'inspiration dans ces cuves extraordinaires pour nous raconter de belles histoires à faire rêver. Non mais sérieusement, il paraît que c'est formidable. Nos industries n'auront plus besoin de dépendre des caprices de la nature, de subir des ruptures de stock. Les traders et les spéculateurs vont disparaître. Elles n'auront plus à gérer les impacts négatifs d'une surexploitation des terres. Elles n'auront plus le souci de l'équité dans les échanges. Elles n'auront plus besoin d'appliquer le protocole de Nagoya. Elles seront même plus traumatisées par REACH. Tout sera prévisible. Le bonheur. Les quantités, les qualités, les prix, les marges, on maîtrisera toute la chaîne. Nos entreprises baisseront évidemment leurs coûts de production, un peu peut-être leur prix de vente, pour vendre encore et toujours plus. Mais le plus extraordinaire, c'est que ces ingrédients pourraient être qualifiés de produits naturels. D'ailleurs, un grand dirigeant interrogé sur l'enjeu de cette innovation répond « The need for natural is a key driver ». Formidable. Évidemment, environmentally friendly, the whole process is sustainable. Bref, le nirvana est proche. Non, mais je plaisantais.
Merci Rémi pour cet article. Tu aurais pu me trouver d'autres nouvelles plus réjouissantes pour ouvrir cet événement. Non, mais franchement, on marche sur la tête. Non, non. Plus sérieusement, je veux croire que c'est plutôt de l'ignorance. Nos dirigeants ont la tête dans le guidon, sous la pression des résultats. Ils n'arrivent pas à en sortir, à prendre du recul pour observer le monde. Alors je ne peux pas leur en vouloir. Bref, toutefois, le business as usual reste le gouvernail de nos organisations. Mais la courroie de transmission devient ténue. Et quand elle va casser, on le sait pour nos voitures, cela va coûter cher, très cher. Notre société, dans sa forme actuelle, vit ces dernières décennies. Elle contribue elle-même à sa perte, aveuglément, tous les jours un peu plus, et ne veut pas y croire. Nos pays sont probablement trop riches. Je pourrais être désespérée. Mais de nombreuses et réjouissantes initiatives issues de la génération Y émergent de partout. Des initiatives qui démontrent qu'il est possible et pérenne de bâtir une organisation sur d'autres valeurs. Une organisation où tout le monde est gagnant. Un win-win-win-win business model. Un business où il n'y a aucun perdant. Réjouissant. Lors de l'édition Centifolia 2011, Jean-François Noubel nous avait fait un brillantissime exposé sur les différentes formes d'intelligence collective pour nous expliquer pourquoi et comment on assistait aujourd'hui à une mutation, à une évolution radicale de notre société. Une profonde transformation qui s'opère, mais qui était encore peu visible, pour certains d'ailleurs peu crédible. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit. On entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. En 2 ans, on a pu observer une accélération vertigineuse du phénomène. Notre société et ceux qui la gouvernent sont régulièrement agités, secoués par un tourbillon de remise en cause, amplifiés et accélérés par les technologies d'Internet et tous les médias sociaux. On est confronté, en effet, à un incroyable bouleversement des codes sociaux. On est face à une génération Y qui ne veut plus de notre société conventionnelle pyramidale. Une nouvelle génération qui s'organise et revendique une autre société, celle qui porte d'autres valeurs, celle qui place le mieux-être de chacun comme un fondamental. Des valeurs qui favorisent la joie de créer, d'innover, d'inventer, de partager, qui placent l'être et ses talents au cœur même de la raison d'être d'une organisation. Des valeurs qui permettent à chacun de réaliser son rêve d'humanité. Parfois, comme tout pionnier, nous pouvons être pris pour des illuminés. Mais aujourd'hui, force est de constater que la transformation est en route. Comment vont faire nos organisations pour s'adapter à ce tsunami si elles veulent survivre? Quelles mesures adopter? Quel business model? Quelle gouvernance? Comment répondre aux attentes de ces marchés émergents, de ces consommateurs conscients? En 2011, nous avons apporté un début de réponse, suggéré une cartographie, un tableau de bord qui visait à créer le produit parfait. Il est basé sur un compas, sur une approche hors des règles conventionnelles, voire même bien au-delà des règles et des lois imposées, mais par contre, une règle très facile à adopter, compréhensible par tous, s'assurer que le beau, le bon, le vrai soit appliqué à tous nos gestes, nos pratiques, nos stratégies et à chaque instant. Je ne m'étendrai pas sur leurs définitions respectives, nous y reviendrons au cours de ces journées que nous allons passer ensemble.
Mais sachez qu'on est loin, mais tellement plus loin des critères d'une charte RSE, d'une certification ISO 26000 qui nous sont imposés. C'est l'amour du travail bien fait. C'est la beauté d'un geste. C'est la chaleur d'une parole. C'est la joie de créer qui génère un contexte propice à l'innovation. J'ai rencontré tout récemment plusieurs d'entre vous qui avaient participé à la précédente édition. J'ai entendu des témoignages qui m'ont beaucoup émue. Guillaume qui me dit « Catherine, depuis Centifolia 2011, quelque chose s'est passé en moi. Je ne crée plus mes parfums de la même manière. Je pense à l'origine des ingrédients qui sont dans ma palette, à leurs histoires. D'une certaine manière, je rentre en communion avec ceux qui ont œuvré pour venir nourrir mon inspiration. Et je ne sais pas si je peux oser te le dire, mais parfois presque je leur parle. Trop beau, comme disent les jeunes. Magnifique. Et Gilles, qui me dit « J'ai compris que je ne devais plus chercher à convaincre à tout prix pour que les choses changent dans mon organisation ou dans mon entreprise. C'est à moi de ne plus être dans la compromission. L'essentiel, c'est que désormais je sois en phase avec mes valeurs les plus profondes. Je fais modestement des petits pas et cela me rend déjà tellement heureux. » Rémi qui me dit « Depuis Centifolia, je suis hantée et passionnée à la fois par la vision du produit parfait, de toute la joie, la créativité, le plaisir d'être et les bienfaits qu'il doit pouvoir générer. Et j'essaie au sein de mon entreprise de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y parvenir. Mais rien ne m'arrêtera car je me sens revivre. » Wow. Et puis Pierre qui me dit « J'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais au sein de l'entreprise qui m'emploie. J'ai compris que c'est à moi de faire le pas et je m'y prépare. J'ai hâte de revenir au prochain Centifolia pour rejoindre cette communauté de belles personnes qui m'a donné le courage de dépasser mes peurs et d'être moi-même. » Ces témoignages sont un magnifique cadeau que l'on peut s'offrir. Un don gratuit, invisible et si riche à la fois. Nous y voilà. Notre prochaine étape, maintenant que nous avons l'outil, le compas, c'est de construire le business model qui permettra de révéler toutes les richesses qu'il génère. Ces incroyables richesses, visibles et invisibles, qui seront au cœur des débats de cette nouvelle édition. Une nouvelle édition toutefois toute particulière qui a bénéficié, aux côtés du Club des entrepreneurs, du concours du CIRI pour la concevoir. Le CIRI, Collective Intelligence Research Institute, est un organisme de recherche et développement qui soutient et développe l'intelligence collective dans la société humaine. Le fruit de ces recherches va directement dans le domaine public, au service de la société civile. Et son modèle de richesse, c'est la générosité. Ce fut la décision, ce fut le choix du Club des entrepreneurs de Pays de Grâce, mandaté par la collectivité pour réaliser cet événement, d'en confier au CIRI sa conception, son contenu, basé sur une innovation radicale, porte d'entrée vers l'entreprise de demain. C'était très courageux de leur part, car c'était accepter de sortir du schéma conventionnel de ces congrès où l'on s'ennuie à mourir. C'est une opinion personnelle. Je le dis au président Jacques Pain, qui m'a dit « il ne faut pas dire ça, c'est une opinion personnelle, je m'ennuie à mourir ». Et je remercie tout sincèrement Jacques Pain de m'autoriser quand même à le dire. Je saisis cette opportunité pour remercier aussi Jean-Pierre Leleu, sénateur maire de Grasse et président de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence, qui depuis toujours soutient notre positionnement, partage notre vision et sourit même parfois de notre culot, d'oser déranger les habitudes et conventions qui plombent notre évolution, de pousser le curseur toujours plus loin pour le meilleur de notre industrie, pour le meilleur de notre territoire.
Alors oui, Jacques Pain et son équipe ont décidé d'apporter tout leur soutien à cette équipe de pionniers du Syrie, issus de tous les coins de la planète, reconnus mondialement pour leurs incroyables talents, pour leur vision, mais aussi pour leur intégrité. Ils disent, ils sont, ils font ce en quoi ils croient. Pour bâtir ce programme, pour designer les espaces et temps de créativité que nous allons partager, pour collecter toutes les richesses qui émergeront de ces moments, cette équipe a œuvré sans relâche depuis des mois pour rassembler, repérer des initiatives les plus significatives, sélectionner sans aucune compromission des expériences personnelles qui témoignent que notre monde est en route. Un travail de titan qui a nécessité de leur part d'exceptionnelles qualités humaines pour traverser bien des épreuves, pour venir nous offrir le meilleur d'une aventure qui viendra marquer, toucher notre âme. Oui, des épreuves liées à leur choix d'agir conformément à leur choix de vie, celle d'œuvrer pour une économie de la générosité. Traduction en français. Cet événement, dans son contenu, a été créé sur la base du don. Dans l'ancien temps, on dirait du bénévolat. Pas d'argent conventionnel, mais une foultitude de richesses qu'ils ont décidé de partager avec nous, celle de nous offrir dans la joie le meilleur d'eux-mêmes. Je serais heureuse que nous puissions les honorer, les remercier de ce cadeau qu'ils ont préparé pour vous. Et je vous demande de bien vouloir vous lever et leur faire une standing ovation. Pour terminer mes propos, j'en ai bientôt terminé. Je voudrais dès à présent exprimer ma plus profonde gratitude à celles et ceux qui, sans aucun doute, nous auront permis de faire, à l'issue de ce congrès, à nouveau un saut quantique, soyez-en convaincus. Cet événement sera à nouveau déstabilisant dans notre façon désormais de donner du sens à notre métier, à nos actes, du courage aussi pour réaliser nos rêves d'humanité. Je souhaiterais que Jacques Pain, notre président du Club des entrepreneurs, vienne à mes côtés pour partager les remerciements. Merci de tout cœur à nos invités d'honneur, Chantal Joanneau, Christian Blancard. Pour avoir spontanément, c'était un challenge, spontanément accepté d'ouvrir cet événement hors des sentiers battus, cutting edge, dérangeant aussi un peu. Merci de votre présence, merci de votre confiance. Je voudrais remercier Phil Walknell, un coach d'une incroyable humilité, gentillesse, générosité, qui a aidé et qui aide à réaliser les meilleurs pitchs et qui a pris beaucoup de soin à coacher tous nos intervenants. Phil sera aussi notre présentateur adoré, plein d'humour et tellement professionnel à la fois. Merci Phil. Merci à nos conférenciers, désormais nommés nos inspirateurs, qui ont accepté de se confronter à un exercice extrêmement difficile pour s'exprimer selon le format des TED-conférences, un vrai challenge que celui de ne pas faire de publicité pour son entreprise, de ne pas nous présenter des PowerPoint qui n'en finissent plus, de témoigner de sa propre expérience et d'être concis, précis. Je crois que c'est 12 minutes, 14 minutes au maximum. Merci à nos inspirateurs. Évidemment,
un grand merci à l'équipe exceptionnelle du CIRI. Jean-François Noubel, chercheur en intelligence collective, Fernanda Ibarra, une grande spécialiste des médias sociaux, Gunther Sonnenfeld, spécialiste de technologie sociale, d'innovation, de médias, qui arrive de Californie, Fernanda qui arrive de Mexico, Adipat Verdi, qui est un remarquable producteur de films, qui vient de Londres, merci, Dominique Lahaye, fondateur d'Ikern, qui vient de Los Angeles pour venir avec nous, sans oublier Julie, Isabelle, Bruno, Damien, qui constituent l'équipe de CIRI. Voilà. Assisté d'une super équipe technique, elle aussi dans l'économie de la générosité, Jérôme Thomasy, David Chamac et Gilles Chabot pour la technique son et vidéo, Marianne Bernasconi, issue de la génération Y, qui a tout récemment lancé son entreprise Estralab, les étudiants du Schema, Business School à Sophia Antipolis, qui seront les Value Champions de notre aventure, Roberta Faulhaber, qui est notre facilitateur visuel, Éric Grelet, notre dessinateur humoristique. Merci à toute cette équipe technique. Merci à Jazia et à sa musicien. Quel honneur, quelle joie. Merci Jazia qui a spontanément, elle aussi, souhaité vivre et partager avec nous cette aventure de générosité sans autre retour que le bonheur d'offrir. Merci de ce magnifique cadeau, Jazia. J'en profite aussi pour dire merci à Michel Podolac, chef d'orchestre qui nous rejoindra demain soir. Beaucoup de merci. Vous voyez que beaucoup de monde a contribué à vous créer cette aventure exceptionnelle. Merci à la remarquable équipe du Club des entrepreneurs, cette équipe qui œuvre dans l'ombre, sans compter. Geneviève Juge, Sylvie Sampels et Léa Septier, merci pour votre rigueur, votre patience, votre indulgence, votre générosité de cœur et votre soutien sans faillir pour répondre à nos exigences. Merci aussi aux équipes d'Initiative Terre d'Azur, aux équipes de la Ville de Grasse, de celles du Palais des Congrès et bien sûr de la communauté d'agglomération. Merci aussi à nos traducteurs simultanés, sans oublier le Conseil général des Alpes-Maritimes qui est représenté par Jérôme Viau ce soir, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien sûr la communauté d'agglomération Pôle Azur-Provence, la Ville de Grasse, pour leur contribution destinée à financer les aspects techniques de l'événement. Merci. Enfin et dès à présent, merci à Paula et Michel Roudniska qui nous font l'extrême joie, l'honneur, le cadeau de nous d'accueillir Santifo Sophia dans leur magnifique lieu, un lieu privilégié, précieux, propice à la créativité et à la joie d'être. Nous allons nous régaler. Merci beaucoup Paula et Michel. Mais j'ai quand même oublié quelqu'un. Comment pourrais-je terminer mes propos, oh Esteban, comment pourrais-je terminer mes propos sans dire merci à vous tous pionniers? Oui, pionniers, et non pas simples participants inscrits à un congrès conventionnel, non. Vous êtes des pionniers qui êtes venus partager avec nous cette formidable aventure qui nous attend. Une aventure qui n'aura de sens que si nous repartons joyeux d'avoir été nourris de rêves, mais aussi de perspectives fertiles et concrètes. Quelle équipe! Quelle communauté représentons-nous? Nous formons une extraordinaire communauté, une plateforme de talents incroyable. Quelle abondance de richesses dans cette communauté! Un vrai bonheur. De tout cœur, permettez-moi, au nom de tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cet événement, permettez-moi de vous exprimer notre plus profonde admiration et notre plus sincère gratitude pour la confiance que vous nous témoignez. Je vous remercie et vous souhaite une belle soirée. Excusez-moi, on a oublié aussi une belle personne, c'est de remercier Catherine. Merci Jacques et merci Catherine. Comme vous le voyez, derrière Santifolia,
derrière cet événement, il y a un maximum de monde, il y a tout plein de personnes. Mais qui d'entre nous peut imaginer un Santifolia sans Catherine? Franchement. Mais en même temps, Santifolia n'existerait pas aujourd'hui si ce n'était pas l'œuvre du Club des entrepreneurs de Grasse. Et le Club des entrepreneurs de Grasse n'existerait pas si ce n'était pas l'œuvre d'un homme qui, aujourd'hui sénateur, président du pôle d'agglomération de Pôle Azur Provence, de communauté d'agglomération Pôle Azur Provence, mais aussi, et surtout pour nous ce soir, troisième mandat de maire de Grasse. C'est un homme visionnaire qui a su dynamiser la ville, ses filières, tout son territoire, qui a été à l'origine du Club des entrepreneurs de Grasse et qu'on peut remercier également pour cet événement ce soir. C'est un honneur pour nous de le recevoir, Monsieur Jean-Pierre Leleu. Chers amis, j'ai en général du mal à me laisser décoiffer. Mais je suis encore sous le tourbillon venteux et prolifique et talentueux de Catherine, qui nous a, avec cette fougue qui est la sienne, Catherine, amené avec les fibres qu'elle connaît directement au cœur du sujet de cette édition de Santifolia. Merci Catherine. Mais je me sens un peu en décalé. Moi qui me disais, je vais juste dire 2 mots pour souhaiter la bienvenue à nos orateurs d'honneur. Chantal Joanneau, bien sûr, que je suis heureux de retrouver ici à Grasse, que je vois dans les couloirs du Sénat, qui a été une superbe ministre. Christian Blancard, qui va également tout à l'heure, avec le talent que vous lui connaissez, faire un trio avec Jean-François Noubel, Chantal et Christian. Je me sens donc un peu... Et puis je voulais souhaiter la bienvenue à toutes ces personnalités qui viennent de tous les coins de la planète. Et puis voilà, Catherine nous a déjà amené au cœur du sujet et je ne vais donc pas m'étendre. Santifolia. Quel beau mot pour une belle fleur. La pauvre. Très souvent, on dit d'elle qu'elle n'est pas belle, mais elle sent bon. Mais parfois, l'humilité de cette fleur et la qualité de ce qui en émane nous fait considérer cette fleur comme la plus belle des fleurs quand même. Ça n'est pas forcément quand on est ornemental qu'on est beau. Et même parfois, on peut être vilain et être beau en même temps. Gainsbourg disait ça. Santifolia, cette fleur aux 100 feuilles, qui a donné le nom à cette manifestation depuis déjà plus de 15 ans. Santifolia, cette fleur qui, avec le jasmin, certes, la tubéreuse et bien d'autres belles essences de notre territoire, ont fait depuis des siècles la prospérité de notre territoire. On lui doit beaucoup. La ville de Grasse leur doit beaucoup à ces fleurs. Santifolia. Maintenant, ce nom est plus répandu par la manifestation à qui elle a donné le nom que par la fleur elle-même. Santifolia est devenu un événement marquant du calendrier des animations de la ville de Grasse, des accueils de la ville de Grasse. Santifolia, la manifestation cette fois, a grandi. Grandi en âge, je viens de le dire, mais en sagesse aussi. Commencé dans les premières années pour rendre hommage au fond à la parfumerie en général et pour accueillir un certain nombre d'orateurs dans un congrès qui ressemblait au début à bien d'autres, mais qui évidemment était spécialisé autour de ce que nous savons faire ici. Il est très vite devenu le congrès spécialisé dans l'examen des produits naturels, ce qui est quand même notre histoire aussi. Il a évolué,
elle sait, cette manifestation, ouverte à d'autres dimensions. L'écologie, le développement durable, puis l'éthique. Alors là, ça a commencé à faire trembler. Comment, dans le métier qui est le nôtre, avec notre histoire séculaire, qui faisons venir des matières premières du monde entier, de tous les continents, comment, dans le flacon, en bout de chaîne, on va respecter l'ensemble des molécules naturelles qui sont à l'intérieur, si on n'a pas pris en compte l'exploitation à Madagascar, en Inde, en Amérique du Sud, et que les personnes qui exploitent ces territoires meurent de faim, alors que ici, le parfum est dans la catégorie du luxe. Donc cette dimension éthique, l'introduction dans les réflexions de la manifestation Centifolia de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Mais comme vous l'avez dit, Catherine, c'est largement dépassé. Centifolia va plus loin, désormais. Centifolia a rencontré, dans ces années récentes, le coup de massue que l'ensemble de la population du monde a reçu sur la tête. Un certain nombre de signes très forts, et puis certains récents, qui marquent la certitude que le monde va changer et que la société d'aujourd'hui ne pourra pas survivre si elle n'emprunte pas un tournant vers un autre modèle. La crise n'est pas une crise. La crise, que l'on appelle la crise depuis 2008, certes financière, certes économique, sociale, c'est un tournant. C'est une mutation profonde, pas uniquement de président de la République, non, du peuple qui est en train de changer. Devant ce constat, il y a des pionniers qui essayent de faire comprendre que les hommes politiques, pourquoi pas, aussi, et les femmes, les chefs d'entreprise, ont le choix entre continuer tout droit ou aborder avec prudence, mais avec volontarisme, le tournant de cette mutation sociétale. Ceux qui continueront tout droit, quelle que soit leur analyse de ce que pourrait être la richesse, vont aller dans le mur. Seuls seront sauvés dans 20, 30 ans, je ne sais. Ça, c'est pas mon rôle, j'en suis pas capable, évidemment. Mais ceux qui n'abordent pas ce virage iront dans le mur. Ceux qui sauront l'aborder survivront. Mais il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas que le virage soit trop rapide non plus, Catherine. Parce que ceux qui le prennent trop vite vont aller dans l'autre mur d'en face. Donc il y a tout ce talent de faire évoluer les choses avec le rythme qu'il faut. Aujourd'hui et demain et après-demain, les orateurs éminents, les personnalités dont j'ai vu tout à l'heure les compétences, vont essayer de faire partager cette idée que la richesse des entreprises, ça n'est pas le chiffre qui est en bas à droite du bilan, ça n'est pas uniquement les profits répartis entre actionnaires, c'est qu'il y a autre chose.
dans la définition de la richesse d'une entreprise. Et il y a bien d'autres choses. J'en suis pas du tout l'expert, et les experts sont dans la salle et ils vont s'exprimer tout à l'heure. Mais moi je sais que ceux qui arriveront à définir différemment leur richesse, autrement que par yen, euro, dollar, qui ne seront pas inutiles bien entendu, mais uniquement ceux qui arriveront à les définir sortiront grandis. Ça va être la réflexion de cette édition de Centifolia. Je ne vais pas aller plus loin. Ça m'intéresserait de suivre l'ensemble des débats qui vont être extrêmement nourris. La communauté d'agglomération et la ville de Grasse sont fiers de soutenir et de permettre l'organisation d'une manifestation d'une telle qualité. Je veux remercier le Club des entrepreneurs, avec son président, Jacques Pain. Ce club que nous avons porté sur les fonds baptismaux il y a plus de 15 ans. Avec toute l'équipe, avec Sylvie, avec Geneviève, avec Léa, toute l'équipe Le Cœur, auquel se sont greffés, bien sûr, un grand nombre de personnes. Je vois Laurence. Je vais les saluer parce qu'il y a eu un travail extraordinaire de fait pour faire en sorte que, d'ici la fin de ce congrès de Centifolia, les gens repartent d'ici un peu transformés, comme vous l'avez souhaité tout à l'heure. Donc merci à tous les intervenants, merci à tous les invités qui sont venus là. Une fois encore, merci à Chantal, à Christian et à Jean-François, un trio qui va nous faire maintenant passer un moment exceptionnel. Et bravo à vous tous, et je vous souhaite ici à Grasse, en regrettant que je n'ai pas eu le temps ce matin de m'occuper de la pluie, mais je m'en occupe pour demain, je vous le promets. On va essayer de régler les arroseurs. Je vais un peu appeler le directeur de cabinet de là-haut pour qu'il nous épargne la pluie demain matin et qu'il fasse beau. Vive Centifolia, vive Grasse et vive cette manifestation très belle.